Le rappel de l'actualité en cette mi-journée, 13h31. Qui faut-il croire? Qui faut-il écouter à l'heure où Emmanuel Macron s'apprête à trancher en cette veille de Conseil de défense? Les médecins s'écharpent sur la réalité de la pression hospitalière en Ile-de-France. Ce sera pire que la première vague, disent les uns. Vous jouez avec les peurs, répliquent les autres. Mathieu Carman. Dans ce service de réanimation, tous les médecins sont sur le pont. Ça fait 3 semaines que vous êtes chez nous et là vous commencez à vous améliorer, d'accord? Dans cet hôpital de Seine-Saint-Denis, sur les 26 lits de réanimation, 20 sont occupés par des patients Covid. Pour ce chef de service, le constat est sans appel. Ils sont plus jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes. En fait, les moyennes d'âge des patients critiques en réanimation, en tout cas chez nous, vous voyez là actuellement, au moment où on parle, la moyenne d'âge du service c'est 50 ans. Hier soir, un cap a été franchi. Le pic de la deuxième vague a été dépassé. Le professeur Pialou tire la sonnette d'alarme. Pour être très concret, nous on a programmé de fermer la moitié des blocs Ça opératoires. veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire tri qu'un dont bloc vous sur deux, ça parlez. veut dire que vous choisissez un malade sur deux qui va être opéré par rapport à l'autre qui devait être opéré. Mais d'autres médecins moins alarmistes. On est à 27% du pic de la première vague en termes de passage Covid aux urgences. Un quart. On n'est pas en train de déborder ce qui s'est passé lors de la première vague. Que depuis 72 heures pratiquement, nous avons eu beaucoup moins de sollicitations pour des patients graves que la semaine dernière, par exemple. Des constats qui divergent selon les médecins, ce qui rend difficile un état des lieux précis de la situation. Voilà, la question du tri des malades, c'est une ligne rouge absolue, a déclaré ce matin Bruno Le Maire, assurant que le gouvernement ferait tout pour éviter une telle extrémité. Nous sommes tous bouleversés, ajoute le ministre, par ce que nous voyons comme témoignage de soignants, de médecins devant les difficultés qui sont les leurs. Le tri des malades reste donc cette ligne rouge absolue. Le chef de l'État composait avec ses arguments, ses contre-arguments qu'on vient d'entendre. Il scrute les chiffres, Emmanuel Macron, attentiste jusqu'au bout, Bastien Auger. Il attend, c'est vrai, notamment les chiffres, les derniers chiffres, ceux de ce soir. Il faut savoir que l'exécutif estime que c'est seulement maintenant que l'on peut commencer à mesurer les effets ou pas des mesures de restriction prises dans 19 départements. Et un conseiller nous assurait encore hier, s'il faut des mesures de restriction supplémentaires, si ces mesures sont nécessaires, eh bien, on les prendra. Alors, l'exécutif, peut-être qu'une grande partie du débat se focalise aujourd'hui sur la question des écoles. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'en est un petit peu agacé hier devant des cadres de la majorité. Lui estime que cette focalisation est injustifiée ou du moins exagérée. Lui qui espère toujours pouvoir garder les écoles ouvertes, mais tout en assurant aux cadres de la majorité qu'il n'y avait pas de dogmatisme sur ce point. Une manière, une fois de plus, de dire, comme on l'entend désormais toutes les semaines, que tout est sur la table. Eh ben oui, tout est sur la table, Bastien Auger. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Christophe Castaner devant les membres de la majorité ce matin à l'Assemblée nationale concernant les écoles. Il n'y a aucun tabou sur la fermeture des établissements scolaires. Voilà ce qu'a dit Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur. Tiens, parlons de l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonce qu'en vue du week-end de Pâques, le prochain week-end, les contrôles seront accrus. Il s'agit évidemment de pouvoir souligner l'importance, en attendant peut-être des mesures prises par le gouvernement d'ici le week-end de Pâques, de ce week-end de haut risque, de partir de son territoire et donc des contrôles qui seront encore renforcés, la mobilisation des policiers et des gendarmes qui devront à la fois contrôler les lieux de culte pour lutter contre le terrorisme et en même temps de pouvoir évidemment continuer ces contrôles intensifs dès jeudi sur les péages dans les gares pour éviter que les Français effectivement ne respectent pas la règle des 10 km jusqu'à lundi, mardi, ce grand week-end de Pâques. Et puis on en vient à cet incroyable sauvetage du côté de Nantes. Un bébé de 6 mois a été sauvé des flammes lors de l'incendie d'un immeuble. Les jeunes du quartier ont escaladé jusqu'au 3e étage pour pouvoir le sauver. Le récit de Florian Nitzler. C'est une chaîne humaine accrochée à la façade d'un immeuble pour sauver des vies. Ces jeunes sont en train d'évacuer une femme à la force de leurs bras. 2 étages plus haut, son appartement est en flammes. Une fumée noire épaisse s'échappe de la fenêtre. Elle l'aurait probablement asphyxié. Les sauveteurs improvisés sauvent aussi son compagnon et leur bébé, jetés sur une pile de matelas entassés dans l'urgence au bas des fenêtres. L'incendie a eu lieu dimanche à Nantes, dans le quartier de la Bottière. Il démarre en fin d'après-midi au 1er étage et se propage vite dans le reste de l'immeuble. La famille coincée ne peut plus sortir. Les faire passer par la fenêtre était le seul moyen de les sauver.
Je dis que c'était vraiment formidable de ce qu'ils ont fait, les enfants. Surtout c'était des jeunes. Donc franchement, bravo à eux. On parle toujours mal des gens de quartier, mais bon, finalement, ils ont bien fait leur boulot, quoi. Les pompiers arrivent quelques minutes après le sauvetage et éteindront l'incendie qui n'a fait aucune victime grâce au courage des jeunes du quartier. Les 2 parents et leur bébé, sauvés in extremis, sont tous les 3 en bonne santé. Voilà pour cet incroyable sauvetage et le récit de Florian Litzler. Il est 13h36. Paraît-il que quand on se compare, on se rassure. Alors nous allons essayer de nous rassurer à la lumière de la situation anglaise. La leçon britannique sous tous ses aspects bons et moins bons. On va s'y arrêter avec mes invités qui sont là autour de moi. Pourquoi parle-t-on de la leçon britannique? Parce que 60% de la population vaccinée, une dose en tout cas, et un confinement qui va se relâcher. Voilà l'horizon britannique, état des lieux, David Desarrojo. Une divine surprise au réveil, un chiffre dans toutes les têtes. 0. Aucun mort du Covid hier à Londres. Lueur d'espoir, à l'heure où le Royaume-Uni desserre l'étau. Confinés chez eux depuis janvier, les Britanniques peuvent à nouveau profiter des parcs et même retourner à la piscine. Il fait 10 degrés dehors, mais les baigneurs étaient impatients de ressortir leur plus jolie bouée. Liberté retrouvée dans ce cours de tai chi. Sentez les nuages, le soleil et la terre. Ici, on respecte les distances, ce qui n'empêche pas de retrouver l'esprit zen après de longs mois d'isolement. C'est magnifique de revoir tout le monde. Je n'avais pas revu mes amis depuis le début du confinement. Comment expliquer une telle embellie dans ce pays qui reste le plus endeuillé d'Europe? On compte aujourd'hui 5000 cas par jour au Royaume-Uni contre 37 000 chez nous. Réponse d'un médecin français de Londres. D'une part, c'est grâce à un confinement qui a duré à peu près 3 mois, depuis le 4 janvier, et aussi à cause d'une grande participation au niveau de la vaccination. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 30 millions de personnes qui sont déjà vaccinées pour une première vaccination. 60% de la population a donc déjà reçu sa première injection. Si les chiffres restent favorables, les commerces non essentiels, les bars et les restaurants rouvriront leurs portes le 12 avril. Alors on va s'interroger sur cette situation anglaise, les leçons qu'on peut en tirer, les bons aspects, les moins bons aspects. Bonjour docteur Sénéquier, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS. Bonjour madame la députée Valérie Gomez-Bassac, députée du Var pour la République en marche. Et puis nous sommes à Londres avec le docteur Cordonnier, médecin généraliste. Docteur, ce n'est pas justement aux professionnels de santé que je m'adresse pour commencer, si vous voulez bien, docteur Cordonnier, mais à l'habitante londonienne, le sentiment qui peut régner en ce moment du côté de la Grande-Bretagne alors qu'on voit un horizon comme ça s'éclaircir. Bonjour, on a eu effectivement une période extrêmement difficile, donc on ne peut qu'espérer pour l'avenir. Le moral s'améliore, il était vraiment au plus bas. Le moral s'améliore quand même, on retient la perspective, ce qui nous manque parfois ici vu de France. Hein. On a les fruits d'un lockdown, d'un confinement extrêmement important. Donc, on était extrêmement contrôlés et très limités dans nos activités. Pour l'instant, on peut sortir et rencontrer une ou deux personnes à l'extérieur dans les parcs. Donc, c'est très agréable. Oui, voilà, on va s'intéresser aux efforts fournis par les Britanniques parce qu'on insiste sur la vaccination, mais c'est aussi accompagné d'efforts terribles qu'on n'aurait peut-être pas été capable de fournir ici en France. D'abord, je me tourne vers vous, Catherine André. Vrai ou faux, le Royaume-Uni s'en tire mieux que la France? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, ça va peut-être pas vous satisfaire cette réponse, mais c'est à la fois vrai et à la fois faux. Alors pourquoi c'est vrai? Parce que lorsqu'on regarde la courbe des nouveaux cas journaliers en bleu au Royaume-Uni, on voit qu'elle s'effondre depuis le début du mois de janvier. À titre d'information, c'est rapporté à 1 million d'habitants. C'est une façon de faire des comparaisons entre pays. On voit en revanche en orange qu'en France, ces nouveaux cas journaliers, ils continuent d'augmenter. On est très loin au Royaume-Uni du pic qui avait été constaté début janvier avec l'explosion du variant britannique avec plus de 68 000 cas par jour qui avaient été répertoriés. On est tombé en dessous de 5 000 cas aujourd'hui. Et ce que l'on peut dire également, c'est que la courbe des
d'hospitalisation, des nouvelles hospitalisations, eh bien, elle suit celle des nouveaux cas. Regardez, également en bleu, elle s'effondre au Royaume-Uni, tandis qu'en France, elle continue d'augmenter légèrement, même si on est sur un plafond pour le moment. Alors, comment expliquer cette embellie ? Évidemment, la vaccination est pointée du doigt et montrée en exemple, puisque regardez la différence en bleu entre le nombre de personnes qui ont reçu une dose et en orange en France. Évidemment, la différence, elle est flagrante. Au Royaume-Uni, c'est près de 60% de la population adulte qui a été vaccinée. Mais quand on regarde le nombre de décès, on ne peut absolument pas dire que le Royaume-Uni s'en sort mieux que la France. Regardez cette courbe dramatique début janvier lors de l'explosion du variant britannique, des décès qui ont culminé au Royaume-Uni, parfois avec plus de 1300 décès par jour. Au total, c'est 12% des morts liés au Covid dans le monde. C'est le pays, le Royaume-Uni, le plus endeuillé en Europe, avec 126 000 morts, plus de 126 000 morts liés à l'épidémie. Merci beaucoup, Catherine André. Quelle leçon retenir de tout cela ? D'abord, l'efficacité de la vaccination, c'est pour ça que les Britanniques en sont là, docteur Sénéquier ? Là, je voudrais dire qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas un bon et un mauvais élève. On voit bien, ne serait-ce que sur la courbe, que si on refait le même schéma au mois de janvier, nous étions les bons élèves, ils étaient les mauvais élèves. Et cette notion de temporalité est très importante. Bien sûr que la vaccination est primordiale dans cette histoire. Ils ont 34 millions de personnes qui sont vaccinées en première dose. Et là, il y a une stratégie qui a été mise en place par le Royaume-Uni, c'est privilégier la première dose, peu importe l'espacement de la deuxième dose finalement. La question était de vacciner le plus possible. Il faut se souvenir aussi que sur ces 34 millions de doses, et j'en parle parce qu'aujourd'hui en Europe, il y a cette problématique de la pénurie des doses, 20 millions proviennent de l'Europe. Bien sûr. Donc il faut aussi, ça c'est une autre histoire qui est sur les contrats, la stratégie européenne de vaccination et ainsi de suite. Mais du coup, c'est pas aussi simple que ça. D'autre part, ils ont eu aussi 3 mois de confinement. Donc, c'est pas un miracle. On vaccine, on confine, bien sûr. Et heureusement, j'ai envie de dire que les chiffres diminuent. Donc, c'est les résultats d'une stratégie mise en place par Boris Johnson fin 2020, oui. Je vous donne la parole, Valérie Gomez-Bassac, mais peut-être sur ce point, docteur Laurence Cordonnier, le confinement... Les enfants, je crois, ont repris le chemin de l'école le 8 mars dernier, après presque 3 mois sans école. Vous avez subi un confinement drastique, vraiment extrêmement dur. Vous pouvez nous en donner quelques détails ? La règle était claire, il fallait rester à la maison, il fallait travailler de la maison et ne sortir que très rarement pour faire des courses essentielles pour manger. Donc, c'est le confinement le plus strict qui a été inventé depuis le début de cette pandémie. Et je crois une amende très lourde si vous commettiez un impair et si vous tentiez de contourner les règles. Bien sûr, oui, il y avait des contrôles, toujours pour punir ceux qui ne respectaient pas les règles, car il fallait un effort de groupe pour faire réduire le nombre de personnes infectées quotidiennement. Valérie Gomez-Bassac, il y a quelques jours, Thierry Breton était sur le plateau du 20h de TF1. Il était interrogé par Anne-Claire Coudray. Écoutons cet échange et on en parle après. Thierry Breton, si on veut être rapidement vacciné aujourd'hui, il faut être américain, israélien, britannique, mais pas européen. Il faut être européen, et il faut être européen parce qu'on est également sûr que lorsqu'on est vacciné en Europe, il n'y a absolument aucun problème. On aimerait croire Thierry Breton, mais on a quand même le sentiment qu'il vaudrait mieux être britannique en ce moment pour être vacciné. Je crois qu'il faut surtout attendre la fin de cette crise et puis en tirer les bonnes et les mauvaises leçons. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des choix qui ont été faits au Royaume-Uni, c'est-à-dire le choix de vacciner avec AstraZeneca sans même attendre finalement les résultats, c'est-à-dire à partir de quel âge on ne prenait vraiment pas de risque en vaccinant avec AstraZeneca, etc. Nous, on a attendu quand même tous les retours, tous les contrôles pour être sûr que la population était bien sécurisée lorsqu'elle allait se faire vacciner par AstraZeneca. C'est aussi l'achat sans négociation quasiment, c'est-à-dire avec des prix très, très, très forts. Donc nous, on a fait le choix européen, le choix de la solidarité, le choix aussi d'être sûr d'avoir en stock la seconde dose, parce qu'il y a ça aussi, et de maintenir des délais raisonnables entre la première dose et la seconde dose. Maintenant, de votre reportage, je crois qu'on peut se réjouir que ça fonctionne. Oui. Que ça fonctionne, que ça donne de l'espérance. On peut
on va pouvoir vivre normalement et de bien montrer à tous les citoyens que notre liberté ne passera que par ça, par la vaccination. Vous ne craignez pas le coup politique parce que on montre les images des piscines, parce que depuis hier, on peut retourner à la piscine. Non, mais ça peut paraître rien, mais il y a des gens qui adorent ça. Et puis on va voir les exemples comme ça se multiplier. Sans doute peut-être les reprises à l'extérieur d'abord dans les pubs ou les restaurants. Et nous, soumis à un confinement, semi-confinement, je ne sais pas, la comparaison risque d'être douloureuse à un moment. Je ne suis pas sûre parce que maintenant les citoyens suivent bien cette malheureuse actualité de la Covid et se rendent bien compte que finalement ces chiffres sont aussi liés à un confinement très strict pendant 3 mois, un confinement que l'on n'a pas fait, à des sanctions très importantes. Nous, les sanctions sont quand même moindres. Donc on essaie aussi de trouver un juste équilibre, de permettre aux enfants de continuer à aller à l'école. Alors ce choix peut être critiqué politiquement, mais malgré tout, je vois les oppositions, et j'en ai eu souvent sur les plateaux, étaient bien toutes d'accord en disant l'école c'est une priorité, il faut essayer de maintenir tant qu'on peut, évidemment sans mettre personne en danger, mais tant qu'on peut, parce qu'il en va aussi du bien de tous. Il y a aussi un équilibre économique, social et de bien-être à essayer de tenir. Maintenant, il s'agit de quelques semaines, donc on voit l'issue, on voit que ça va arriver, il faut être patient. Et il y en a un qui jubile, c'est Boris Johnson, écoutez-le, dans son style. Just a few days' time, I'm finally going to be able to go to the barbers, but more important than that, I'm going to be able to go down the street and cautiously, but irreversibly, I'm going to drink a pint of beer in the pub. Il va pouvoir aller au pub et aller chez le barbier. Bon, et évidemment, il joue un petit peu là-dessus, parce qu'il y a un gain politique pour Boris Johnson. Après des débuts très difficiles, on va peut-être y revenir dans un instant avec le docteur Cordonnier, mais peut-être d'abord sur l'AstraZeneca. Les Britanniques ont vacciné massivement, en écrasante majorité, avec le AstraZeneca. Et avec cette stratégie, vous l'avez dit, docteur Sénéquier, d'une dose. On va espacer la deuxième dose. Ça ne représente aucun risque. Bien sûr que ça représente un risque, mais le risque, on va le calculer toujours par rapport à ce qui est en face. Et en face, ce qu'ils avaient à l'époque, c'était le pic de la vague justement du nouveau variant V1. Et ils étaient en plein dedans très rapidement. Donc la question ne se posait pas. Il fallait effectivement dérouler la vaccination le plus rapidement possible. Alors ils auraient pu effectivement sélectionner les personnes vulnérables, mais leur objectif et leur stratégie a été de dérouler le plus possible à la population générale. Et aujourd'hui, il y a des jeunes actifs en Angleterre qui ont 22 ans et qui sont appelés justement à la vaccination. Donc on vaccine clairement la population générale déjà. Docteur Cordonnier, et vous l'avez forcément suivi, le feuille européen, on n'est plus avec le docteur Cordonnier, mais peut-être on s'est épargné, à tort ou à raison, je ne sais pas, côté britannique, ce qu'on a vécu là pendant 3 jours, ce qui est peu au final 3 jours, mais les doutes autour du AstraZeneca, on en a assez peu parlé finalement du côté britannique. Concrètement, ce qui s'est passé avec l'AstraZeneca et ce qui est toujours d'actualité, c'est de la pharmacovigilance. Et ça se passe sur tous les médicaments et sur tous les vaccins qui sortent. On n'en parle pas parce que ce n'est pas médiatisé, parce que ça intéresse généralement personne. Le fait de passer un médicament ou un vaccin de phase 3, c'est-à-dire en études cliniques avec un pool de personnes sains et volontaires à la population générale, augmente drastiquement le nombre de personnes à qui on donne ce médicament. Donc de fait, il va arriver des effets secondaires rares. Aujourd'hui, on a quoi ? On a des thromboses qui arrivent, qui sont rares, et on a cette problématique des CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, et la problématique, elle est là. Aujourd'hui, ces études sont en cours, mais sur 20 millions de personnes vaccinées à travers l'Europe, sur ce vaccin-là, qui va diminuer des décès, des formes graves et des lits embolisés, sans mauvais jeu de mots, en réanimation, le risque, il est clairement en faveur du vaccin, et c'est toujours le cas. Docteur Cordonnier, on vous a retrouvé du côté de Londres. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que c'est un débat qui commence à prendre de l'ampleur en France sur la question des priorités de la vaccination, comment s'est organisé le système de priorité au vaccin chez vous ? Alors, tout d'abord, on a vacciné les personnes qui avaient plus de 70 ans et puis progressivement les personnels médicaux et les employés des maisons de retraite. Puis nous avons continué par tranche d'âge, donc les plus de 60 ans, puis maintenant les plus de 50 ans, avec ou sans problème de santé. Pour les personnes qui ont des problèmes de santé bien particuliers, comme du diabète, de la tension, des problèmes d'immunité, des problèmes respiratoires, ces personnes étaient prioritaires, même plus jeunes, étant adultes, bien sûr, au-dessus de 20 ans. Donc il n'y a pas eu, par exemple, de priorité sur les enseignants ?
Le choix a été fait de prioriser l'âge, car toute personne enregistrée au NHS, donc au National Health Service en Angleterre, est enregistrée en fonction de son âge. Il était beaucoup plus compliqué de retrouver quelle profession avait chaque personne pour donner la priorité à certaines professions. Donc la priorité était vraiment l'âge ou les problèmes de santé. Oui, finalement, c'est assez comparable avec ce qu'on fait nous et notre stratégie. Peut-être un regard politique sur Boris Johnson, qui avait, on s'en souvient, il y a 1 an, adopté une stratégie finalement de non-confinement. On laissait circuler le virus. Il a attrapé le Covid, il a été hospitalisé. Il a reconnu ses erreurs. Ça a été apprécié là-bas en Grande-Bretagne ? Les erreurs sont encore à l'étude. C'est vrai que chaque décision a été prise en fonction des données de la science à l'époque. Donc, il est important de suivre les données que les études nous donnent. Donc, les erreurs de l'époque, effectivement, on a appris et on évite de les reproduire. Mais c'est encore très compliqué et on va encore apprendre à l'avenir. Valérie Gomez-Bassac, Je vais rebondir sur les derniers propos, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai que ça se justifie dans tous les États, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que les décisions s'adaptent au fur et à mesure de l'avancée. Et ça, parfois, on a du mal à l'expliquer. C'est pourquoi hier on faisait comme ça et aujourd'hui on fait autrement. Eh bien parce que justement, il y a des données scientifiques que les scientifiques maîtrisent maintenant, qu'ils nous transmettent, et nous, les politiques, nous adaptons par rapport à ça. Et ça, c'est essentiel de le dire. C'est pas avec le des sentiment changements... parfois justement que chez Boris Johnson, ça a eu un tour radical. Il y a 1 an, cette stratégie un peu à la suédoise de laisser circuler le virus, il a admis son erreur, il a fait radicalement autre chose. Et puis c'était très dangereux et bon, mais il en a tiré les leçons. Je crois qu'il faut surtout reconnaître ça, c'est-à-dire qu'on peut pas, on fait pas de pari avec la vie humaine, quoi. Il faut prendre toutes les idées qui s'imposent pour essayer de sauver un maximum de personnes et éviter les mises en danger et surtout faire subir à d'autres des mises en danger. Donc il faut être très très prudent et faire preuve d'humilité encore et encore. On voit que le résultat, on l'a bien compris, britannique, il est lié à la vaccination. Certes, on va accélérer, espérons-le. Il est lié aussi à ce confinement drastique, nous en parlions. Est-ce que ça participe aussi de la réflexion qu'on doit avoir au sommet de l'État en ce moment, à la veille d'un Conseil de défense, Valérie Gomez-Bassac ? C'est la réflexion qu'il y a, je pense, en ce moment. Enfin, je n'y suis pas, mais je le pense. C'est-à-dire que toutes les solutions sont sur la table. On reconfine. Est-ce qu'on reconfine par territoire, nationalement ? Est-ce qu'au contraire, on continue à permettre d'aller à l'extérieur ? Parce que maintenant, il semblerait qu'à l'extérieur, il y ait quand même peu de risque de contamination si on ne se regroupe pas. Donc, on ne doit rien écarter, même pour les écoles, on ne doit rien écarter et les décisions seront prises par rapport à ça. Est-ce qu'on peut continuer la territorialisation ou est-ce que le virus se propage trop rapidement ? C'est à ça que va devoir répondre l'exécutif. Il y avait une réunion de groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous y étiez, j'imagine, en tant que député. La tonalité au sein du gouvernement, c'est qu'y compris sur la question des écoles, là vraiment on est prêt à la fermeture si nécessaire ? Si nécessaire. Si nécessaire, oui, beaucoup de prudence, ne pas s'avancer tant que les décisions ne sont pas prises, parce que on a profondément envie que les écoles restent ouvertes, ça c'est une certitude, et vraiment tous dans le groupe, enfin quasi la majorité, on veut que les écoles restent ouvertes parce qu'on se rend compte que c'est bien pour les enfants, pour éviter les décrochages, etc. Mais si la propagation du virus est telle, eh bien évidemment ça se justifiera. Encore une fois, ça c'est un point de comparaison avec la Grande-Bretagne, Docteur Sénéquier, les écoles sont restées fermées là depuis 3 mois, les enfants ont à peine repris le chemin. Oui, c'est vrai. Après, bien sûr qu'il faut analyser tous les systèmes et vous ne pouvez pas m'empêcher de faire le parallèle. Tout à l'heure, vous disiez, finalement, il avait laissé circuler le virus, il a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, c'est un peu notre stratégie de laisser circuler le virus aussi. Et on a l'impression quand même qu'il nous manque les outils pour le faire de manière sécurisée. C'est-à-dire d'avoir un peu plus de contact tracing, qui aujourd'hui, on a une équipe qui n'est pas assez suffisante pour remonter les chaînes de transmission. On nous a parlé des tests salivaires dans les écoles. Il faudrait nous inonder les écoles. On a 300 000 tests, on a 500 000 classes, donc c'est pas cohérent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un petit peu quand même dans cette vague qui nous submerge. On verra ça du côté de l'Élysée, Conseil de défense demain. Merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà la comparaison avec la Grande-Bretagne, les leçons qu'on peut en tirer. La question du tri des malades. Les médecins ne disent pas tous la même chose en région parisienne. Bénédicte Le Châtelier, dans un instant.